Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. L'IA change tout dans le monde du développement logiciel, donc dans les métiers du développement logiciel. Et pas seulement du développement d'ailleurs, de l'exploitation, tout ce qu'on appelle le côté Ops, va changer également beaucoup de choses dans l'enseignement. Donc cette vidéo, elle va être très riche, mais très importante et fondamentale pour tous ceux qui travaillent dans le monde du développement logiciel. Donc si vous êtes étudiant, si vous êtes développeur, si vous travaillez, ou si vous êtes Scrum Master, chef de projet, testeur PO ou enseignant en informatique, eh bien cette vidéo va vous intéresser, je pense. Donc là j'ai mis une petite boule de bowling, même une grosse boule qui bouleverse les quilles qui représentent des différents domaines du développement de logiciel. Eh bien, donc là vous avez la conception, ici le codage, le test, et puis avec les post-it ça va être la spécification, le recueil du besoin. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette vidéo pourquoi l'IA est incontournable dans le monde du développement de logiciel. En tout cas, alors je ne sais pas si elle l'est maintenant, mais elle va le devenir et extrêmement rapidement. Ça dépend des entreprises. Toutes les entreprises n'intègrent pas l'IA à la même vitesse pour des tas de raisons, mais je pense que toutes les entreprises vont devoir intégrer. Alors bien sûr, quand je dis IA, c'est IA générative. Dans toutes les vidéos sur l'IA, il y a un petit disclaimer pour expliquer que j'utilise cet abus de langage IA pour dire IA générative. Bien sûr, c'est ce que tout le monde fait et voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas de malentendu là-dessus. Donc pourquoi l'IA générative bouleverse tous les métiers du développement logiciel? On ne peut pas passer à côté. Et puis, quelles conclusions on doit en tirer, notamment sur l'enseignement de l'informatique. Donc ça, j'y reviendrai à la fin. Donc ça va être vraiment très très riche. Donc on va parler dans cette vidéo, là j'ai mis juste des mots-clés de développement logiciel au sens large, pas simplement codage, mais les phases amont et un peu aval, mais pas trop en aval parce que j'ai pas eu le temps de préparer plus de slides. On va parler de l'enseignement de l'informatique, mais aussi des métiers, parce que le but de l'enseignement, c'est d'enseigner un métier des étudiants. Alors là, on se place plutôt dans l'enseignement supérieur, bien évidemment, spécialisé en informatique, pour former des développeurs, des architectes, etc. Donc ça va être tous les mots-clés, tout ce qui va être abordé dans cette vidéo. Tout d'abord, je commence par quelques rappels. Dans une précédente vidéo, j'ai mis ici la miniature en tout petit et je vous mettrai bien sûr le lien en description. Toutes les descriptions de toutes mes vidéos sont truffées de liens pour rajouter plus de contexte. Si vous voulez aller creuser, il y a des références, il y a tout un tas de choses à chaque fois, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Donc dans cette précédente vidéo, c'était une première vidéo d'introduction IA plus enseignement de l'informatique. J'étais pas allé bien loin finalement, donc là maintenant on va aller vraiment beaucoup plus loin et il va y avoir plusieurs vidéos. Je vous expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi je fais ces vidéos maintenant, pourquoi j'introduis ça. Eh bien, dans la précédente vidéo, je vous avais dit qu'il y a 4 manières de considérer l'IA dans l'informatique, et notamment dans l'enseignement de l'informatique. Et donc c'est très important de différencier ces 4 manières parce qu'elles sont fondamentalement différentes. Donc tout d'abord, on a l'IA en tant que discipline d'informatique théorique, l'IA classique qui existe depuis des décennies. Donc je sais pas, ça va être tout ce qui va être les algorithmes d'IA, les théories autour de l'IA, etc. Bon, ça a toujours existé, ça existera toujours. Et c'est là-dessus que se base, c'est grâce à toutes ces théories qu'on arrive à fabriquer des outils d'IA générative. Donc cette partie théorique on la met de côté parce que ça a toujours existé, rien qui ne change, donc voilà, on va pas en parler davantage. Mais maintenant on a des outils d'IA générative qui vont servir d'outils pour la programmation. Donc une première manière de considérer les outils d'IA générative, c'est de les considérer en tant qu'outils qui vont aider des êtres humains, des développeurs et des développeuses à programmer avec ces nouveaux outils, mais qui vont pas remplacer les êtres humains, ça va être juste une aide. Par exemple, ça va être de la complétion de texte dans un IDE, de la complétion de code. Ça va être de l'assistance pour comprendre un code, on va poser des questions à une IA, elle va nous expliquer des concepts de programmation, des choses comme ça. Donc ça va être l'IA qui va assister un être humain qui programme, mais qui va pas le remplacer. Troisième manière de considérer ces outils d'IA générative, alors cette fois-ci, c'est l'IA remplace l'être humain. Donc en ce sens qu'elle va coder à la place des développeurs. Donc c'est l'IA qui programme et l'humain est là comme product owner ou pour superviser. Donc je vous ai mis quelques mots-clés de produits, Cloud Code, Codex, etc. Donc il y a aussi le mot-clé Vibe Coding. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais ça c'est une autre approche parce que dans la première approche, l'humain a toujours le contrôle mais a toute une panoplie d'outils en plus pour l'aider dans son travail de programmation. Là c'est quelque chose de différent, c'est l'IA qui programme et l'enjeu ça va être comment on lui spécifie les choses, comment on contrôle les IA, comment on s'assure qu'elles programment bien. Donc c'est une troisième manière de
considérer les outils d'IA générative dans le domaine du développement logiciel. Et enfin, quatrième manière, c'est l'IA en tant que paradigme de programmation. Alors là, j'ai fait une vidéo sur l'IA en tant que paradigme de programmation. C'est la chose la plus avancée. Je pense que pour moi, c'est la chose la plus importante en réalité, qui m'intéresse le plus. Mais bon, la vidéo a pas eu tant de succès que ça. C'est la vidéo dont je suis le plus fier. Et on va pas en parler aujourd'hui. Alors juste en quelques mots, l'IA en tant que paradigme de programmation, ça va permettre de faire des choses qu'on pouvait pas avant. Par exemple, un programme va pouvoir embarquer un LLM qui est comme une sorte de base de données qui contiendrait toute la connaissance de l'humanité. On pourra faire des choses. Par exemple, dans CinéPS, le site que j'utilise, le site de mon ciné-club que je vous cite en exemple, eh bien, notre site peut nous faire des recommandations de films sur un certain thème. Et ça se programme assez facilement, alors que si on n'avait pas d'IA générative capable de faire des recommandations de n'importe quel film, eh bien, on pourrait pas le programmer aussi facilement. Donc, ce n'est qu'un exemple. Bon, ça, c'est tout un monde. Alors, dans cette vidéo, on va parler de ces deux-là, de ces deux manières de considérer l'IA générative. On va pas parler de la première parce que ça a toujours existé, on n'a rien de nouveau à dire. Et puis celle-ci, c'est un peu différent. Donc ce qui nous intéresse le plus, c'est comment l'IA va transformer les métiers de développeurs. La dernière, ça transforme pas le métier de développeur, l'IA en tant que paradigme de programmation, ça rajoute juste des possibilités en plus que vont avoir les développeurs pour faire des programmes plus riches, mais fondamentalement, ça change pas tant que ça. Donc c'est vraiment ces deux manières-là qui vont transformer le métier du développeur. Et c'est pour ça que voilà, c'est pour ça qu'on va se concentrer là-dessus. Alors, autre rappel, ici, je vous remets, alors j'ai pris ça de la toute première vidéo, donc ce schéma, il était dans la toute première vidéo de la chaîne, dans le cours sur l'agilité à l'échelle. Donc, le titre de cette vidéo, c'est l'IA change tout dans le monde du développement logiciel. Et change tout parce qu'elle va intervenir, ça va être un outil, ou ça va même voir être parfois un remplaçant de certaines parties sur toutes les phases du développement logiciel. Donc là, je vous ai mis les phases de développement logiciel dans un mode de développement traditionnel en cascade, mais bon, ces phases existent aussi, les activités existent aussi dans les méthodes agiles, c'est juste que c'est mélangé à l'intérieur d'un sprint, mais en fait ça change pas. Donc requirements, c'est le recueil des exigences, donc ça c'est ce que va faire le PO pour définir le besoin. Design, ça c'est la conception, l'architecture, donc ça c'est les architectes logiciels qui vont faire des diagrammes UML par exemple. Implémentation, c'est le codage. Test, vérification, test, ça c'est on va tester le logiciel pour vérifier que ça marche. Et la maintenance, c'est corriger les bugs une fois que le logiciel est en exploitation. J'aurais pu mettre d'autres phases, par exemple le déploiement, donc l'intégration du logiciel, le déploiement, bon, peu importe. Mais en tout cas, sur toutes les phases, dans 100% des phases, quelles qu'elles soient, même si on va plus dans le détail, l'IA va intervenir. Alors, dans cette vidéo, je vais traiter que les 3 premières phases parce que, alors tout simplement, je vais faire les 4 phases, 5 phases même, mais j'ai pas le temps de faire les slides, j'ai pas le temps d'aller plus loin, et donc, je fais dans l'ordre chronologique. Alors, si vous voulez un truc sur le test, si vous voulez un truc sur les phases plus en aval, déploiement, maintenance, etc., je pourrais le faire, mais en fait, non, je pense pas que je le ferai. Alors dites-le en commentaire si vous voulez vraiment, mais je pense pas que je le ferai parce que j'aurai pas le temps. J'ai trop d'autres vidéos à tourner, et en plus c'est bientôt les vacances, donc j'aurai pas le temps d'aller plus loin. Mais bon, c'est déjà pas mal de faire les 3 premières phases parce que ça va donner le ton, ça va vraiment, vous allez voir que l'informatique, tous ces métiers, toutes ces activités vont être bouleversées, chamboulées par l'IA. Et c'est pour ça qu'on peut pas passer à côté de l'IA, on peut pas, même si on n'a pas envie, ça peut se comprendre, pourquoi pas, on peut très bien ne pas avoir envie, en tout cas l'IA va s'imposer quand même à tous ces métiers-là, parce que ça apporte des possibilités, des nouvelles possibilités, et une efficacité supplémentaire certainement. Alors je parlerai pas trop de l'efficacité, mais là on va pas tellement quantifier, mais je vais vous donner quelques éléments pour dire qu'est-ce que l'IA va changer dans chacun de ces 3 métiers que je vous ai, de ces 3 activités, alors qui peuvent être des métiers à part entière ou qui peuvent être mélangés dans la même personne suivant les organisations. Que va changer l'IA dans ces 3 activités? Donc ça va être un peu expéditif parce que je fais les slides et je les présente et j'ai pas le temps de trop creuser, mais c'est quand même relativement dense. Alors voilà, pareil, j'ai écrit du texte, je fais aucune répétition, donc j'écris tout en une seule fois. Donc bon, je sais que c'est pas idéal pour faire des slides, d'écrire autant de texte, mais j'ai pas le temps de travailler plus sur mes présentations. Alors tout d'abord, j'ai mis recueil du besoin et organisation. Alors organisation, pourquoi j'ai mis ça? Parce que en fait j'ai envie de mélanger en même temps l'aspect maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre, donc le PO et le Scrum Master, tout ce que certaines personnes appellent vulgairement la gestion de projet au sens large, au sens très large.
J'aurais pu mettre gestion de projet, mais bon, donc, mais c'est pas grave. Bon, j'espère qu'il n'y a pas de malentendu, mais c'est pas important de rentrer dans ce niveau de détail sur ce slide. Donc, et pour chacun de ces 3 activités-là, j'ai mis 2 niveaux de changement. Changement de niveau 1 et changement de niveau 2. Niveau 1, c'est quelque chose qui est évident et direct et déjà utilisable. Et niveau 2, c'est si on va un peu plus loin, si on pousse les curseurs un peu plus loin. Donc le premier, donc les changements de niveau 1 sur tout ce qui est recueil du besoin et organisation. Alors là, c'est pas du tout exhaustif. Je vous ai mis quelques exemples, mais je pourrais faire des vidéos entières sur le sujet. D'ailleurs, en fait, toute la playlist agilité et IA qui représente un tiers de toutes mes vidéos sur la chaîne YouTube ne parle que de ça. Donc c'est pour ça que j'ai cité des vidéos ici. Donc exemple, aide à la rédaction de backlog. Aide à la rédaction de user story et de features. Une IA va nous aider, par exemple, ne serait-ce que pour nous dire si les user story et les features sont bien rédigés. Ça, c'est une première chose. Vérification du backlog. Donc, on le rédige, puis l'IA va repasser derrière pour nous dire si c'est bien rédigé, s'il manque des choses, etc. Aide à l'estimation à la priorisation. Ça, j'en ai pas parlé sur la chaîne, mais donc c'est en projet. Alors, je sais pas quand je le ferai, certainement dans au moins 6 mois. Mais je pense que l'IA peut être extrêmement efficace sur l'estimation et la priorisation. De par son aspect probabiliste, sur les estimations et les priorisations agiles, l'IA va pouvoir nous apporter des choses, mais bon, c'est un peu plus avancé, c'est quand même plus délicat à manipuler, donc j'en parlerai plus tard sur la chaîne, peut-être un jour. Synthèse de reporting, de compte rendu, etc. Même si en agilité on n'aime pas trop les documents, les textes, on en a quand même à en faire. Notamment, là j'ai mis synthèse de reporting, synthèse de présentation, j'aurais pu mettre les deux ensemble. Donc présentation de démo par exemple, présentation de démo revue, on va vouloir à partir de tous les documents qu'on a, à partir de notre Jira, à partir de notre Confluence, à partir de tout un tas de documents, on va alimenter une IA qui va nous générer directement des slides. Alors il y a quelques mois, en fait, c'est il y a plus d'1 an maintenant, le temps passe vite. J'avais fait une vidéo sur l'IA qui génère des slides. Donc il y a plus d'1 an, ce n'était pas du tout satisfaisant. Donc je considérais que l'IA n'était pas capable de vraiment générer des slides, de vraiment nous aider. En réalité, maintenant, 1 an et demi après, ça a pas mal changé, ça a évolué en bien, en très positif. Et je pense qu'il faudrait refaire des vidéos dessus parce que l'IA peut vraiment maintenant être d'une grande aide dans la génération de slides, dans la génération de compte rendu, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas avant pour tout un tas de raisons. Bon, ça mériterait toute une série de vidéos à part entière. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Enfin, dans tout ce qui est organisation agile, moi, un de mes sujets que j'aime bien et qui fonctionne très bien et que j'utilise tout le temps, c'est les gadgets d'animation agile. Donc vous avez une vidéo où je vous décris tous mes gadgets. Donc le plus connu c'est la roue des prénoms, mais j'en ai plein, j'en ai une dizaine. Donc si vous voulez les découvrir, vous pouvez aller voir cette vidéo. Donc l'IA, ça va apporter une aide, un soutien dans toutes ces activités-là. Ça va améliorer, ça va pas changer fondamentalement. Donc ça c'est le niveau 1 de changement. Mais si on utilise tout ça, eh bien, on va avoir une meilleure gestion, des meilleures animations, etc. À peu de frais finalement. Et voilà. Et donc, on va gagner du temps certainement si on utilise bien les outils. Après, le changement niveau 2, si on va plus loin, c'est que, alors là, pourquoi j'ai mis ça? Plus de dev, c'est l'IA qui dev. Oui, voilà. Alors, si on va plus loin, il n'y a plus besoin de gérer et d'animer des équipes. On va simplement donc fournir un backlog à l'IA. C'est pas plus de dev dans le sens plus, c'est il y en a plus. C'est 0 dev. On pourrait mettre 0 dev, je pourrais modifier. Bon, je vais pas le faire, mais donc là, on fera que le recueil du besoin et l'IA va coder entièrement à partir d'un backlog, à partir de fichiers Markdown ou à partir de phrases qu'on dira à l'oral en mode coding avec du speech to text. Et donc une seule personne resterait, ça serait le PO qui serait aussi Scrum Master des agents IA. Donc ça c'est une vision un peu extrême des choses, mais du coup il n'y aurait plus besoin de tellement de vérification, de synthèse de reporting, etc. où il y en aurait besoin de moins et en tout cas il n'y aurait plus besoin d'animation au quotidien, de suivi, parce qu'on dirait à l'IA tout ce qu'on veut et l'IA se débrouillerait en interne pour développer ce qu'on demande et pourrait prendre en entrée tout un tas d'exigences dans un ordre un peu aléatoire au moment où on y pense et s'organiser elle-même et sans même avoir besoin de beaucoup de structuration. Donc ça c'est une vision un peu idyllique, j'y reviendrai après. Donc plus de découpage de backlog item, uniquement des phrases, voilà, on dirait juste des phrases, je l'ai dit, et l'IA se charge d'ordonner tout, et raccourcissement des itérations, autre chose, donc même si on n'a pas forcément, si on va pas jusque là, vu que grâce à l'IA, les agents peuvent coder plus vite que des développeurs, enfin, ça reste
prouvé, mais on suppose, le changement de niveau 2, c'est plus spéculatif, eh bien, les itérations se raccourciraient. Donc, au lieu de faire 2 semaines, ce qui est déjà assez court, pourrait faire qu'une semaine, voire un jour d'itération. Alors, donc là, c'est pour ça que j'ai mis le même de John Travolta, où on aurait juste un PO qui n'aurait plus personne avec qui travailler, qui chercherait voilà, ses collègues. Alors, d'ailleurs, raccourcissement des itérations, donc comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, j'interviens dans une formation de master 2 développement logiciel, et dans mon dernier cours de cette année, j'ai introduit un nouveau concept, l'agilité à toutes les échelles, et pour la première fois, donc j'ai expliqué aux étudiants, donc en réfléchissant aux impacts de l'IA sur les méthodes agiles. En fait, pendant des années, on faisait de l'agilité, puis de l'agilité à l'échelle, donc l'échelle s'augmentait, je vous ferai une présentation dédiée là-dessus. L'échelle s'augmentait parce qu'on voulait contrôler, entre guillemets, avec des méthodes agiles, des organisations toujours plus grandes, organiser des organisations toujours plus grandes, c'est un meilleur mot. Eh bien, avec l'IA, on va avoir des organisations qui vont se rétrécir, et l'IA va permettre d'aller plus vite avec des plus petites organisations. Donc là, on va, au lieu de passer d'une taille d'équipe à une grande échelle d'organisation, eh bien, on va passer d'une taille d'équipe, des équipes toujours plus petites, et dans la vision la plus extrême, c'est une seule personne. Et on va aussi réduire la taille des sprints, éventuellement les raccourcir. Alors, c'est pas sûr, mais je vous ferai toute une vidéo dédiée là-dessus avec plein d'éléments, mais voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est recueil du besoin, organisation, gestion de projet au sens large. Ensuite, alors faudrait que j'aille un peu plus vite peut-être. Conception, architecture. Donc la deuxième phase, une fois qu'on a recueilli le besoin, eh bien il va falloir faire de la conception. Alors changement de niveau 1, l'IA va générer des diagrammes à partir de croquis qu'on ferait sur un tableau blanc ou sur un papier, ou à partir d'une base de code existante. Par exemple, si on fait de la maintenance, si on reprend un logiciel existant et qu'on doit faire de la maintenance dessus, eh bien on va pouvoir extraire des diagrammes UML, par exemple, des diagrammes de classe à partir d'une base de code. Donc ça, je l'ai montré dans une vidéo, donc je vous mettrai le lien en description bien sûr dans cette vidéo là, et ça marche très très bien. L'IA pour analyser une base de code, si le code est de qualité correcte, ça marche parfaitement bien. J'ai pas essayé sur du code de très mauvaise qualité, ça mériterait d'être essayé. Alors autre chose, l'IA peut très bien nous aider à faire des choix de conception. Donc ça, moi aussi je m'en sers occasionnellement. J'ai des questions de conception, je me pose des questions entre tel choix ou tel choix, ou je fais quelque chose mais je sais pas comment le concevoir techniquement, je demande à l'IA, elle donne toujours des conseils super, je trouve, franchement c'est incroyable. Et on peut questionner l'IA sur la conception d'un code existant. Donc ça, c'est assez basique, et plein de gens utilisent déjà ça. Donc tous ceux qui font de l'architecture logicielle, enfin peut-être pas tous, parce que il y a des tas d'endroits où l'IA n'est pas encore implantée, et parfois pour de bonnes raisons, pour la souveraineté des données, etc. Si on travaille sur des choses où il y a du secret industriel ou autre, on n'a pas forcément envie de tout donner à ChatGPT, mais il y a quand même déjà plein de gens, plein d'architectes qui utilisent l'IA pour les assister dans la conception, pour générer des schémas notamment. Donc allez voir cette vidéo où on génère des schémas Mermaid à partir du code, vous verrez que c'est très facile. Alors, changement de niveau 2, c'est plus de conception. Donc là, on va dans la même direction ici, on part du besoin, on a directement le code, donc pas besoin de faire de conception. L'IA permet de passer directement de l'expression du besoin au code, et la conception, finalement, c'est une étape intermédiaire entre l'expression du besoin et le code pour aider l'être humain à s'organiser de manière à ce que les êtres humains soient en mesure d'écrire le code à partir de la conception. La conception, c'est une sorte de planification technique et de documentation technique pour comprendre comment fonctionne une grande application. Eh bien, dans une vision un petit peu extrême, où on pousse les curseurs, eh bien, il n'y aurait plus besoin de conception, il n'y aurait plus besoin de schéma, et c'est l'IA qui va directement coder. Alors, dans la suite de la vidéo, dans la deuxième partie, je reviendrai sur ces visions extrêmes. Ce n'est pas ce que je pense qu'il va se produire. Je préfère le dire dès maintenant, et je discuterai un peu de cette vision extrême dans la deuxième partie de la vidéo. Donc, donc voilà, on part du besoin, on écrit directement le code. L'IA saute la barrière de la conception, bon voilà, c'est imagé, vous avez compris. Ensuite, le développement, donc le niveau 1, les changements au niveau 1, alors là, c'est développement traditionnel augmenté par IA, donc là on se sert de l'IA comme d'un outil de complétion de code. Par exemple, si je veux pas écrire des getters et des setters à la main, eh ben l'IA peut me les écrire directement. Donc par exemple dans le monde Java, il y avait des outils tels que Lombok ou des choses comme ça. Bon, ça existe depuis très longtemps. Bah maintenant c'est inutile parce que l'IA peut écrire instantanément les getters et les setters. On peut lui dire les phrases, on peut lui dire une phrase même à l'oral. Écris-moi les getters et les setters de tels attributs, et elle va l'écrire tout de suite.
Écrire une boucle for, écrire des pavés de code, ça se fait très vite. Alors, même si on utilise l'IA uniquement comme un outil de complétion de code avant qu'on l'écrive, avant même qu'on y pense parfois, et qu'on fait pas de choses très avancées, qu'on fait juste de la complétion pour gagner du temps sur l'écriture, je trouve ça déjà super. On n'a plus de problèmes de syntaxe, on a beaucoup moins de problèmes de syntaxe, on peut même aussi dire à l'IA quel style de codage on veut utiliser, etc. Donc ça, c'est déjà très bon à prendre. Donc là, c'est le développeur qui est assisté pendant qu'il code avec une IA. Donc j'aime bien l'idée du piano à 4 mains. Ça, c'est une icône que j'avais fabriquée où il y a une main homme et une main IA. Donc ça, c'est pour représenter le travail hybride entre l'humain et l'IA. Et l'IA, c'est un outil tout-terrain qui peut faire tout un tas de choses pendant qu'on code pour nous aider. Alors, ça, c'est le premier changement niveau 1, c'est quasiment évident et n'importe qui a utilisé l'IA va se rendre compte que des bénéfices quasi immédiats, sans grand apprentissage, et bien sûr, si on fait un apprentissage, on va pouvoir avoir des bénéfices encore plus grands pour utiliser l'IA. Donc par exemple, je fais encore une analogie, je digresse beaucoup, en plus j'ai oublié de lancer mon chrono, je sais même pas combien de temps va durer la vidéo, mais une analogie, c'est que donc avant, ou maintenant encore certainement, alors ça fait longtemps que je n'ai pas développé à titre professionnel, mais pour développer, on apprenait aussi un IDE, Integrated Development Environment, désolé pour l'accent anglais, donc un IDE comme VS Code, comme IntelliJ dans le monde Java, etc., ou comme Eclipse. Eh bien, c'est un environnement de développement avec tout un tas de raccourcis, tout un tas de fonctionnalités qui nous aident à développer. Il fallait apprendre des raccourcis, il fallait apprendre des fonctionnalités pour qui nous facilitaient la vie quand on développait. Eh bien, une partie de ces fonctionnalités qui sont intégrées dans les IDE maintenant, non plus être intégrées dans les IDE, sont remplacées par des fonctionnalités IA qui prennent en charge de la fonctionnalité qui avant était accessible via les IDE, mais via des menus, via des raccourcis. Par exemple, générer les getters et les setters, ça c'est le plus classique, quoi, que j'ai déjà cité, mais il y en a plein d'autres. On va pas faire une liste exhaustive parce que là, sinon on n'est pas rendu. Alors, deuxième niveau, c'est le développement avec agent et vibe coding. Alors ça, c'est un petit peu différent. Même c'est très différent parce que, voilà, donc développement traditionnel augmenté par IA, ça correspond la première manière de considérer l'IA. Vibe coding et agent, c'est la deuxième manière. Donc là, dans le développement, c'est assez différent. C'est un autre problème. C'est très très compliqué. Enfin, ça peut être très riche. Moi, sur la chaîne, j'ai abordé que les vibe coding de gadgets d'animation agile. Donc pour le vibe coding de gadgets d'animation agile, ça fonctionne très bien. J'ai fait plein de vidéos. Ici, je vous en ai mis une vibe coding de site web, mais j'ai fait au moins 10 vidéos de vibe coding sur la chaîne où je vous montre que en 30 minutes, 1 heure, avec des prompts assez simples, on peut avoir des applications utilisables. Mais c'est des applications très simples, moins de 1000 lignes de code, où il n'y a pas d'enjeu, si ça bug, c'est pas grave. Voilà, des petites applications d'animation. Mais c'est toujours bon à prendre. Après, je ne l'ai pas creusé sur la chaîne, mais ça existe. On peut faire des choses beaucoup plus complexes et beaucoup plus sophistiquées avec des agents et avec du vibe coding. Pourquoi je ne l'ai pas montré sur la chaîne? Parce que c'est pas une chaîne qui traite de la programmation. Je fais déjà trop de sujets en même temps. Et parce que ça prendrait beaucoup de temps à préparer, à expliquer, parce que c'est beaucoup plus technique. Mais on peut utiliser les agents et le vibe coding pour faire des projets beaucoup plus complexes que de simples gadgets. Et ça, il y a déjà des gens qui l'utilisent dans le monde professionnel. Enfin, le troisième niveau de changement, c'est l'IA en tant que nouveau paradigme de programmation. Bon, je ne vais pas en parler. Allez voir cette vidéo si jamais ça vous intéresse. Très bonne vidéo, c'est ma vidéo préférée de la chaîne. Mais bon, voilà, peu de gens l'ont vu jusqu'à présent. Alors, changement niveau 2, si on pousse les curseurs encore plus loin, donc fini le développement traditionnel. Alors, en fait, le changement niveau 2, c'est le même à toutes les étapes. C'est le même dans tous les métiers. C'est-à-dire qu'on va supprimer une grande partie des activités faites par l'être humain dans le terme du développement logiciel, en termes de développement logiciel, et ça va être remplacé par l'IA. En fait, à chaque fois, donc fini le développement traditionnel. Donc c'est-à-dire que cette première ligne-là, développement assisté par IA, ne va plus exister. On va la rayer et on va faire que du développement avec des agents et du vibe coding. Bon, nouveau paradigme de programmation, ça c'est indépendant, donc ça continuera d'exister. Et
Uniquement, le développement se fera uniquement avec des agents à partir d'un besoin exprimé toujours par un être humain. Donc là, voilà, on imagine l'être humain assis sur son canapé, sur son divan, qui donne des exigences que doit faire l'IA. Et puis là, vous avez des agents qui codent frénétiquement. Voilà, et sans que, et voilà, mais ça se résumerait à ça. Donc ça, c'est une vision un peu extrême et je ne pense pas qu'elle va se réaliser. Donc c'est là où j'introduis les nuances. Alors mais quand même, tout le niveau 1 ça va se réaliser, ça existe déjà en grande partie, ça existe dans plein d'organisations et je pense que ça va se généraliser et être complètement incontournable. Donc tout ce qui est écrit changement niveau 1 ça existe déjà, tout ce qui est écrit changement niveau 2 je pense qu'on ne l'aura pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça c'est une partie opinion de ma part, mais j'ai pas le temps d'argumenter trop sur mon opinion, mais je vais quand même vous drafter les premiers arguments. Donc les LLM, les IA génératives, mais les LLM en particulier, c'est probabiliste et c'est basé sur une compilation de toute la connaissance existante, donc de tout le code existant. Pour entraîner un LLM, on utilise tout un tas de bases de données de code, par exemple tout Stack Overflow. Donc pourquoi l'IA ne pourra pas coder en autonomie totale? Parce que comme c'est basé sur des bases de code existantes, eh bien l'IA va avoir des difficultés à créer des choses véritablement nouvelles. Alors là, j'ai oublié un mot, c'est véritablement nouvelle. Je corrige quand même parce que sinon je vais jamais y penser. Voilà. Et certaines personnes peuvent croire que l'IA est capable d'innovation. Je pense que c'est une erreur. L'IA peut sembler être capable d'innovation parce que elle est capable de générer des choses qui correspondent à des patterns sous-jacents dans les datasets, mais des patterns dont l'être humain n'a pas forcément conscience. Bon, je pense que dit comme ça, c'est incompréhensible, mais voilà. Donc, mais les choses véritablement nouvelles, je pense que l'IA n'en est pas capable. Elle est forcément obligée, ou alors elle peut générer des choses nouvelles en mélangeant des choses existantes, qui existent déjà, mais elle ne peut pas créer des nouveaux ingrédients, entre guillemets, en termes de programmation, là où l'être humain le peut. Ensuite, on a de l'aléatoire dans les inférences, donc on n'a jamais le même résultat quand on demande une génération. Et en plus, donc qui dit aléatoire dit erreur aussi, il peut y avoir des erreurs, et les erreurs se composent elles-mêmes. Donc si on fait mouliner une IA entièrement en autonomie à partir d'un besoin exprimé à partir de quelques phrases, l'IA va peut-être mouliner pendant longtemps, mais ça va dériver par rapport à ce qu'on veut. Donc il va toujours y avoir besoin d'un être humain pour recadrer l'IA par rapport aux besoins, mais plus que ça par rapport aux besoins, pour recadrer aussi techniquement, parce que si l'IA produit en autonomie complète des grandes quantités de code, ça va faire du code qui va, entre guillemets, dégénérer, qui va plus ressembler à rien au bout d'un moment, et il va falloir mettre de l'ordre, et pour arriver à faire ça, je ne pense pas que les IA pourront faire du code de qualité sur des très grandes applications. Alors, j'ai pas expérimenté plus que ça, et on pourrait être surpris, mais là c'est une intuition, mais quand même, je pense que dans tous les cas, il y aura une limite. Ça, j'en suis certain, j'en suis convaincu. Il y aura une limite à la taille et à la complexité des codes qu'une IA peut faire en autonomie. Alors, jusqu'à 1000 lignes de code pour mes gadgets d'animation agile, ça va parfaitement. Là, ça marche parfaitement. Mais j'ai déjà, même avec des bonnes IA, essayé de faire des choses un peu plus sophistiquées. On peut déjà toucher la limite du doigt, même si je ne l'ai pas présenté dans les vidéos. Et voilà. Donc, nécessité de recadrage fréquent, car les erreurs se composent. Donc, c'est-à-dire que il va falloir toujours qu'il y ait un être humain qui non seulement contrôle ce que fait l'IA en termes fonctionnels, mais aussi qui regarde un peu dans le code, qui guide un peu l'IA dans ce qu'elle fait. Même si l'intervention d'être humain est relativement limitée, il faudra quand même toujours regarder. Donc l'IA ne va pas être capable de... Alors voilà, donc ça c'est les arguments fondamentaux qui vont me permettre de dire pourquoi on n'aura pas le niveau 2. Donc là, vous avez cette vidéo-là qui parle un peu de ça, pourquoi l'IA c'est jamais parfait ce qu'elle fait, vous pouvez aller la voir si jamais vous voulez aller creuser. Donc pourquoi on n'aura pas le niveau 2 dans le recueil du besoin? Eh bien parce que, donc là j'ai juste repris le niveau 2 en haut, il faudra toujours... au moins un dev, parce que comme il faudra toujours mettre un peu les mains dans le cambouis et regarder ce que fait l'IA, il faudra toujours au moins un dev dans les équipes. On ne pourra pas avoir qu'un PO qui fait le recueil du besoin et personne d'autre. Donc, et comme il faudra au moins un dev, il en faut au moins deux, parce que si vous avez qu'un seul développeur dans votre équipe, c'est ce qu'on appelle un single point of failure, c'est-à-dire que si le développeur tombe malade, vous pouvez plus rien faire. Donc il faudra au moins deux devs, donc au moins une petite équipe. Alors on peut imaginer que dans un premier temps, la taille des équipes de développement vont se réduire, parce qu'on pourra produire plus de code avec moins de personnes, parce que l'IA va générer une grande partie du code. Sauf que si on fait ça, au bout d'un moment, eh bien,
Donc on sera plus efficace à coder avec des nouvelles méthodes avec l'IA, mais les projets vont se complexifier. La complexification des projets informatiques, ça existe depuis le tout début de l'informatique. Les logiciels informatiques de maintenant sont d'une complexité extraordinaire par rapport à ceux des années 60 par exemple. Ça n'a rien à voir. Et c'est sans fin, donc on a des applis toujours plus complexes qui font des trucs toujours plus utiles, ou bon, ça reste à discuter, mais toujours plus sophistiqué pour nous, êtres humains. Par exemple, là, j'ai une montre d'activité qui compte les pas, elle me calcule tout un tas de trucs, elle fait pas que compter les pas, elle fait des choses extraordinaires sur la santé, etc. Bon, ça n'existait pas, et c'est des logiciels complexes qui sont dedans, qui sont dans une simple montre, et qui n'existaient pas, ne serait-ce qu'en l'an 2010, ça n'existait pas. Ou peut-être en l'an 2000, peut-être avant 2010, je sais pas, mais... Et donc, au fur et à mesure qu'on aura des capacités de développement, que ça sera plus simple de développer, on va développer des choses plus grandes. Donc en réalité, nos 2 devs indispensables minimum de l'équipe, ils vont être renforcés par toujours plus de métiers qui restent à inventer pour faire des applications toujours plus sophistiquées dont on n'a même pas idée encore à ce jour. Ça va libérer des champs d'investigation parce que ça deviendra plus facile et moins coûteux de faire du code. Donc, et pareil, le raccourcissement des itérations, il va pas se produire à mon sens, parce que comme il y a toujours des êtres humains dans la boucle ici, donc 2 devs et un PO par exemple, et peut-être pas un Scrum Master, mais 2 devs et un PO. À partir du moment où vous avez 3 personnes, vous avez besoin d'un Scrum Master pour coordonner les gens, pour animer d'un point de vue humain, je pense. Mais bon, ça c'est un autre débat. Donc à partir du moment où vous avez une petite équipe, eh bien, c'est la temporalité des êtres humains qui va guider l'organisation du projet. Et la temporalité des êtres humains, on ne peut pas la raccourcir tant que ça, parce qu'on a besoin de réfléchir à certaines choses, on a besoin de digérer ce qu'on voit, l'information, le produit qui est en train d'être développé, on a besoin d'organiser des réunions. On peut tomber malade pendant une semaine, etc. Donc faire des itérations de 1 jour, ça me paraît quelque chose d'extrême et de pas généralisable. Ça marche peut-être dans certains endroits, mais pour moi, je ne pense pas qu'on va descendre en dessous des itérations de 2 semaines, qui me paraissent déjà assez courtes. Donc, alors peut-être qu'on descendra un peu, peut-être qu'on descendra 1 semaine parce que l'IA nous permettra de faire plus de choses plus rapidement, mais j'y crois pas tant que ça, parce que ça restera l'être humain qui sera quand même à l'origine de tous les besoins fonctionnels et aussi qui va guider les développements techniques, même si une grande partie des choses est faite par l'IA. Donc l'être humain va donner le tempo. Et donc l'être humain n'est pas une machine qu'on peut raccourcir comme ça, qu'on peut faire travailler plus vite à volonté. Donc c'est pour ça que je pense que le raccourcissement de la durée des itérations va être inexistant, voire limité. Je continue. Conception architecture. Alors, du coup, c'est simple. Comme il y aura toujours des êtres humains, il y aura toujours besoin de conception d'architecture. Donc, le changement de niveau 2, plus de conception, l'IA permet de passer directement à l'expression de l'expression du besoin au code. Oui, bon là, je pense que j'ai écrit un peu trop vite, je fais des copier-coller, bon, excusez-moi, mais donc l'IA qui permettrait de passer directement de l'expression du besoin au code sans passer par la phase d'architecture, ça n'existera pas parce que, alors déjà, les IA elles-mêmes pourront avoir besoin d'architecture pour coder, et en plus, vu qu'il y a toujours des êtres humains dans la boucle pour contrôler ce que fait l'IA ou pour la guider, sauf pour les applications extrêmement simples comme la roue des prénoms, mais pour les vraies applications complexes, il y aura toujours des êtres humains dans la boucle, donc il faudra toujours de la conception, des schémas pour être changés, pour comprendre, etc. Peut-être qu'on entrera moins dans le détail de certaines choses, peut-être qu'il y aura des parties de l'application qui seront des boîtes noires entièrement développées par l'IA, mais des boîtes noires dans lesquelles on a suffisamment confiance pour accepter que ce soit des boîtes noires. Mais comme les applis seront plus grosses, on gardera toujours la même quantité de schémas de conception malgré tout. Donc ça, c'est ce que je pense. Je vais très vite parce que voilà. Bon, dites-moi en commentaire si vous trouvez ça intéressant, si je parle trop vite ou pas assez vite, ou si c'est trop riche ou pas. Donc ensuite, enfin pour le développement, donc changement niveau 2, plus de développement traditionnel uniquement des agents, eh bien ça, je n'y crois pas. Donc là c'est un peu une opinion de ma part, je j'ai pas réfléchi plus que ça, mais c'est une intuition. J'ai pas d'argument massu, mais alors moi je pense que l'IA n'atteindra pas le niveau d'intelligence de l'être humain. Donc vous avez cette vidéo, pourquoi l'IA ne progresse plus, j'explique tous mes arguments dedans, et je pense que l'IA ne progresse plus. En réalité, alors elle progresse de manière marginale, mais c'est pour ça qu'on fabrique toujours des data centers toujours plus gros pour faire tourner les IA, pour les rendre toujours plus intelligentes, parce que la technologie IA, on ne peut plus, on fait pas de découvertes qui rendent l'IA plus intelligente. Il faut juste faire plus gros, mais toujours plus gros. Quand on aura fait des data centers qui consomment 10 gigawatts, 10 centrales nucléaires, au bout d'un moment, il y a une limite, quoi. Et donc la limite, on n'en est pas très loin, je pense. Donc l'IA ne va pas remplacer l'être humain en termes d'intelligence, même si elle est déjà super intelligente et qu'on apprécie, mais il y a quand même une limite qu'on peut sentir.
Et il faudra toujours contrôler ce que l'IA fait, donc le vibe coding restera limité à certains types d'applications simples ou certaines parties de grands logiciels. Ben voilà, c'est un peu ce que j'ai dit avant. Ah oui, donc alors ceci dit, donc ça c'est une nuance à la nuance. Les apps simples représentent une grande part de marché du développement informatique. Alors là j'ai mis l'exemple W3Tech, je ne sais pas si vous connaissez ce site W3Tech, alors j'aurais dû préparer avant, voilà j'y suis déjà allé. C'est un site qui fait des statistiques sur les technologies du web et il fait des statistiques depuis plus de 10 ans. Par exemple, on voit que Server-Side Programming Language, PHP, ça représente 78,8% des Server-Side Programming Language. Donc c'est énorme. Et en fait, alors je sais même pas si je vais réussir à retrouver. Donc vous avez les frameworks, etc., les serveurs, et notamment, donc je sais pas si c'est encore le cas, mais à une certaine époque, WordPress, le framework PHP pour faire les blogs, etc., représentait une énorme part de marché de tous les sites du web. Voilà. Content Management System, Most Popular Content Management System, 41%, c'est du WordPress. Donc c'est des petits sites, des sites de vente en ligne, des petites applications de gestion, etc. Et donc WordPress, Shopify, Wix, donc tout ce qui est accessible sur Internet, c'est des choses assez simples. Alors tout ça pour vous dire que on imagine toujours des programmes très compliqués, etc. Mais c'est un biais, je pense, un biais entre guillemets élitiste. Une énorme partie du travail des informaticiens, c'est des programmes assez simples. Des sites simples, des petites applications de gestion assez simples, des scripts assez simples. Donc je ne sais pas quel est le pourcentage, il faudrait faire une vidéo dédiée dessus et une étude, et ça représente une part non négligeable du travail d'informatique dans le monde. Cette part sera prise en charge par l'IA. Donc quelle part de travail ça représente le monde de l'informatique? Bon, je pense que c'est de l'ordre de plusieurs dizaines de pourcents, mais voilà, j'en ai aucune idée fondamentalement. C'est juste une intuition. Alors, mais malgré ça, pour les applications les plus compliquées, l'IA n'atteindra pas le niveau d'intelligence de l'être humain pour le développement. Voilà, donc pourquoi? Donc ça, c'était la nuance. On n'aura pas le niveau 2, mais le niveau 1 va déjà être bien présent. Alors, intégrer l'IA dans l'enseignement de l'informatique. Donc là, ça va être la conclusion, mais ça va être une grosse conclusion parce que pourquoi je vous dis tout ça? Alors, dans la formation sur laquelle j'interviens à l'université, on a fait une réunion donc on se posait cette question: faut-il intégrer l'IA dans les enseignements informatiques et comment l'intégrer? Donc c'est une excellente question et ça m'a beaucoup inspiré. En fait, je pourrais faire 10 vidéos sur le sujet, j'essaye de les structurer. Donc là, c'est la première. Enfin, j'avais déjà fait une autre vidéo sur l'enseignement, mais c'était avant. Donc on va dire c'est la deuxième vidéo sur le sujet enseignement. Mais donc ça, c'est le but de cette vidéo que je viens de vous faire aujourd'hui, c'est que l'IA, ça va transformer les métiers de l'informatique. Ça, c'est le message principal. Ça va les transformer grandement et on ne peut pas y échapper. Donc, faut-il intégrer l'IA dans l'enseignement de l'informatique? Oui, parce que tout le monde va utiliser l'IA générative. Donc, on ne va pas se priver d'un outil. C'est comme si on voulait se priver d'Internet ou voilà quoi. Donc, ça, c'est une évolution technologique majeure qui va bouleverser tout un tas de choses. Et comment on l'intègre? Alors, vu que, comme je l'ai montré, alors je l'ai montré que sur 3 de mes 5 phases, mais pour les autres ça serait pareil, c'est juste que j'ai pas eu le temps de faire les slides. Comme je l'ai montré, ça intervient sur toutes les phases du développement logiciel. Je vous ai donné des exemples, c'était assez succinct, mais voilà, on peut comprendre l'idée. Donc ça veut dire que tous les enseignements d'informatique individuels, qui correspondent chacun de ces domaines, après on pourrait raffiner davantage, mais tous les enseignements de l'informatique vont devoir intégrer ces nouveaux outils d'IA générative. En quoi ces outils peuvent-ils servir telle ou telle activité, tel ou tel métier? Donc moi, personnellement, sur la chaîne, je le fais pour l'agilité. En quoi les outils génératifs peuvent-ils être utiles à l'agilité? Et vous voyez, sur la chaîne, avec la playlist Agilité et IA, vous voyez que j'ai fait des dizaines de vidéos et j'ai à peine effleuré le sujet. D'ailleurs, la conférence Agile en scène, excellente conférence, j'y suis allé l'an dernier, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, elle s'est renommée Agile en scène et IA. Voilà, donc c'est le 22-23 septembre, je pense que j'irai. Donc, et ça, ce n'est entre guillemets que l'agilité, donc c'est-à-dire la gestion de projet. On pourrait se dire quel est le rapport entre l'agilité et l'IA? En fait, il y a plein de rapports et voilà. Et alors pour le développement, il y en a encore plus. Donc, tous les enseignements vont devoir intégrer d'une manière ou d'une autre l'apparition de l'IA.
Et je pense qu'il faut aussi un tronc commun sur les principes fondamentaux de l'IA. Donc là, j'ai commencé à les drafter ici. Aspects fondamentaux des LLM. Alors là, c'est hyper brouillon, mais il y a les LLM peuvent être utilisés pour n'importe quelle activité, pour beaucoup d'activités. Et ils ont un fonctionnement qui leur est particulier, notamment l'aspect probabiliste et l'aléatoire, mais il y a bien d'autres choses encore. Et en fait, ces aspects-là sont communs, enfin, ils viennent des LLM. Donc, ils vont se retrouver dans tous les enseignements individuels. Donc, c'est pour ça que donc, dans une formation d'informatique, je pense qu'il faut intégrer une sorte de cours fondamental sur le fonctionnement des IA génératives, qui sert de base après, qui mutualise un peu ces connaissances fondamentales sur le fonctionnement des IA génératives et qui vont servir dans tous les autres cours derrière. C'est pas forcément très long, c'est pas forcément beaucoup, et d'ailleurs peut-être que dans une prochaine vidéo, je vous donnerai le programme que j'imagine pour un tel cours sur l'enseignement de l'IA générative. L'enseignement de base. En tout cas, j'en ai déjà dit assez, donc là j'ai toujours ma petite IA météorite qui va bouleverser l'enseignement. J'ai repris l'image que j'avais fait il y a quelques mois déjà. J'en ai dit assez pour aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté, malheureusement, que ce soit dans l'enseignement, mais aussi dans les métiers. Donc, il faut se former. Bon, on a le temps. Le bouleversement n'est pas si rapide que ça. Je pense qu'on a toujours quelques années, mais c'est quand même un bouleversement important. Donc, il faut s'y mettre tôt ou tard. Voilà, donc bon, je ne vends pas de formation personnellement, donc normalement ça serait là où je vous dis, eh bien pour vous y mettre, vous pouvez acheter ma formation qui ne coûte que 90 € par mois. Bon, mais en fait non, j'ai rien à vendre, donc tout est sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez des objections par exemple, si vous n'êtes pas d'accord, ou des compléments. Et puis on va essayer de creuser aussi un peu plus ce sujet dans les mois à venir. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai le temps de tourner d'autres vidéos sur le sujet, car c'est bientôt les vacances d'été. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.